La salle de conférence a un tombeau. Jasmine était assise dans le fauteuil d'angle, les mains jointes sur ses genoux, observant 30 paires d'yeux la fixer avec un dégoût à peine dissimulé. Elle sentait leur jugement lui brûler la peau comme de l'acide. Les murmures avaient commencé dès qu'elle avait franchi les portes vitrées du cabinet Peterson et Associés. « Que fait-elle ici » avait sifflé quelqu'un. « Quelle audace » avait murmuré une autre voix. Après ce qu'elle avait fait au pauvre Richard, se présenter à la lecture de son testament comme si elle en avait le droit. Jasmine avait le droit. Jasmine gardait la tête haute, mais son cœur se brisait à nouveau. Ces gens, la famille de Richard, ses associés, ses soi-disant amis, tous croyaient à ses mensonges. Ils pensaient tous qu'elle était la méchante de cette histoire. Ils pensaient qu'elle avait détruit la vie de Richard, volé son argent et l'avait laissé mourir seul et brisé. La vérité était bien pire qu'ils ne l'imaginaient. Richard Whitmore était son mari depuis 8 ans. 8 années d'enfer déguisées en mariage de conte de fées. Aux yeux du monde extérieur, il semblait parfait. L'homme d'affaires blanc prospère et sa belle épouse noire vivaient dans leur manoir sur la colline, au volant de voitures de luxe, participant à des galas de charité. Tout le monde trouvait Richard si progressiste, si moderne, de l'avoir épousé. Il le considérait comme un homme bon, qui voyait au-delà de la couleur et tombait amoureux de son cœur. Mais derrière les portes closes, Richard était un monstre. Il contrôlait tous les aspects de sa vie. Où elle allait, à qui elle parlait, ce qu'elle portait, ce qu'elle mangeait. Il l'avait coupée de sa famille et de ses amis, leur disant qu'elle était désormais trop bien pour eux. Il lui avait fait quitter son poste d'enseignante, prétextant que sa femme n'avait pas besoin de travailler. Il lui avait confisqué son téléphone, surveillé ses emails et s'était assuré qu'elle n'avait pas d'argent à elle. Et quand elle ne faisait pas exactement ce qu'il voulait, quand elle osait le questionner ou montrer le moindre signe d'indépendance, il lui rappelait sa place. Pas avec ses poings. Richard était trop intelligent pour ça. Il utilisait les mots comme des armes, la découpant morceau par morceau jusqu'à ce qu'elle se sente plus petite que poussière. « Personne ne te croirait, » disait-il avec ce sourire glacial. « Regarde-nous. Je suis l'homme d'affaires respecté, le pilier de la communauté. Tu n'es qu'une fille du mauvais quartier qui a eu de la chance. Si jamais tu essaies de me quitter, je te détruirai. Je ferai en sorte que tout le monde sache qui tu es vraiment. » Le pire, c'est qu'il avait raison. Personne ne l'aurait cru. Richard avait passé des années à se forger une image parfaite tout en détruisant systématiquement la sienne. Il avait raconté à tout le monde qu'elle était instable, qu'elle avait tenté de se faire du mal, qu'elle était jalouse et paranoïaque. Il avait créé une série de mensonges, de faux dossiers médicaux, de faux rapports de police, de fausses déclarations de témoins. Lorsqu'elle avait enfin trouvé le courage de le quitter, il y a 3 mois, il avait tenu ses promesses. Il avait raconté à tout le monde qu'elle le volait, qu'elle l'avait menacé de mort et qu'elle avait eu des liaisons avec plusieurs hommes. Il avait gelé tous leurs comptes bancaires, prétextant qu'elle essayait de lui voler son argent. Il avait déposé des ordonnances restrictives contre elle, la qualifiant de dangereuse et instable. Le coup de grâce est venu lorsqu'il a réussi à la faire licencier de son nouveau poste d'enseignante. Il avait appelé le conseil scolaire et déclaré qu'elle souffrait de troubles mentaux et représentait un danger pour les enfants. Ils l'ont immédiatement licenciée, sans même lui laisser le temps de se défendre. Jasmine avait passé les 3 derniers mois dans un minuscule appartement, travaillant comme serveuse juste pour payer le loyer, tandis que Richard vivait dans leur manoir et jouait la victime. Tout le monde avait pitié de lui. Pauvre Richard avec son ex-femme folle qui avait tenté de lui gâcher la vie. Puis, 2 semaines plus tôt, Richard était mort d'une crise cardiaque. Jasmine l'avait appris par un client du restaurant où elle travaillait. Elle était rentrée chez elle en pleurs, non pas parce qu'il lui manquait, mais parce qu'elle n'avait jamais eu l'occasion de lui prouver la vérité. Elle porterait le poids de ses mensonges à jamais. Elle n'avait pas prévu d'assister à la lecture du testament. Elle savait que Richard ne lui aurait rien laissé, et elle ne supportait pas l'idée d'affronter tous ces gens qui la haïssaient. Mais l'avocat l'avait appelée personnellement, lui disant qu'il était important qu'elle vienne. Il n'avait pas voulu lui dire pourquoi, mais simplement qu'elle devait être présente. Maintenant, assise dans cette salle pleine de gens qui la prenaient pour un monstre, Jasmine se demandait si c'était la vengeance ultime de Richard. Peut-être avait-il trouvé le moyen de l'humilier une dernière fois, même d'outre-tombe. L'avocat, Maître Peterson, était un homme âgé au regard bienveillant. Il avait été l'avocat de la famille de Richard pendant 30 ans. Il s'éclaircit la gorge et se leva, tenant une épaisse enveloppe. « Merci à tous d'être venus.
dit-il. Je sais que c'est une période difficile pour tous ceux qui aimaient Richard. Avant de commencer la lecture du testament, je tiens à vous informer que Richard est venu me voir 3 jours seulement avant sa mort. Il a apporté des modifications importantes à son testament et m'a demandé de vous expliquer le contexte de ses décisions. James, le frère de Richard, s'est penché vers moi. C'était un homme mince au regard méchant qui avait toujours regardé Jasmine comme si elle était de la poussière sur sa chaussure. Quel genre de changement! Monsieur Peterson ouvrit l'enveloppe et en sortit plusieurs documents. Richard voulait que je commence par lire la lettre qu'il vous avait écrite à tous. Je pense que ça expliquera tout. Il s'éclaircit la gorge et commença à lire. À ma famille et à mes amis, si vous entendez cela, je suis mort et c'est probablement mieux ainsi. J'ai passé les 8 dernières années de ma vie à vivre dans le mensonge, et je ne supporte pas l'idée de continuer à prétendre être l'homme que vous imaginez tous. Un murmure parcourut la pièce. Jasmine Sintet Son, Estamac, S.E. Newer. Que se passait-il? J'ai besoin que vous sachiez tous la vérité sur mon mariage avec Jasmine, car les mensonges que j'ai racontés à son sujet me rongent. Elle n'était pas le monstre que je dépeignais. Je l'étais. La pièce devint complètement silencieuse. Jasmine avait l'impression de ne plus pouvoir respirer. Le visage de James Whitmore était devenu blanc et Hélène, la mère de Richard, serrait si fort les accoudoirs de son fauteuil que ses jointures en blanchissaient. Monsieur Peterson continua de lire la lettre de Richard. J'ai épousé Jasmine parce que je suis tombé amoureux de sa beauté et de son esprit. Elle était gentille, intelligente et tout ce que je pensais désirer. Mais une fois que je l'ai eue, j'ai eu une obsession, la contrôler. J'avais peur qu'elle me quitte, qu'elle réalise qu'elle était trop bien pour moi, alors je me suis assuré qu'elle ne puisse pas. Hélène Whitmore s'est levée brusquement. C'est ridicule. Richard n'écrirait jamais de telles choses. Quelqu'un a dû l'y forcer. Madame Whitmore, veuillez vous asseoir, dit fermement Monsieur Peterson. Cette lettre de la main de Richard, et je l'ai vu l'écrire moi-même. Il était sain d'esprit et de corps lorsqu'il est venu à mon bureau. Hélène s'assit, mais son visage était rouge de colère. Cette femme a dû le menacer ou... Maman, laisse-le finir, dit James doucement. Sa voix était étrange, comme s'il commençait à croire ce qu'il entendait. Monsieur Peterson a regardé autour de lui avant de poursuivre. J'ai isolé Jasmine de sa famille et de ses amis. Je l'ai forcée à quitter son emploi et j'ai pris le contrôle de tout notre argent. Je surveillais chacun de ses mouvements et m'assurais qu'elle n'ait aucune indépendance. Lorsqu'elle essayait de s'affirmer, je la réprimais avec des mots cruels jusqu'à ce qu'elle se sente inutile. Jasmine pleurait maintenant, mais elle se fichait de qui la voyait. Après 3 mois à porter le poids de la haine de tous, entendre Richard avouer la vérité lui-même m'a semblé miraculeux. Mais le pire, ce sont les mensonges que j'ai racontés à son sujet lorsqu'elle a finalement trouvé le courage de me quitter. Je ne supportais pas que les gens sachent ce que j'avais réellement fait, alors j'ai inventé un faux récit. Je vous ai dit qu'elle était instable, qu'elle m'avait volé, qu'elle m'avait menacé. Rien de tout cela n'était vrai. L'avocat marqua une pause et regarda Hélène et James droit dans les yeux. J'ai falsifié des dossiers médicaux pour faire croire qu'elle souffrait de troubles mentaux. J'ai déposé de faux rapports de police, affirmant qu'elle m'avait menacé. J'ai soudoyé des gens pour qu'ils mentent sur le fait de l'avoir vue avec d'autres hommes. J'ai utilisé mes relations pour la faire virer de son nouveau travail. « Oh mon Dieu !» murmura quelqu'un au fond de la salle. « Toutes les choses horribles que tu crois sur Jasmine sont des mensonges que j'ai inventés parce que j'étais trop lâche pour admettre ce que je lui avais fait. Elle ne m'a jamais volé. Elle ne m'a jamais menacé. Elle ne m'a jamais trompé. La seule chose qu'elle a mal faite, c'est de rester avec moi aussi longtemps. » Jasmine regarda autour d'elle et vit le choc sur tous les visages. Certains pleuraient. D'autres avaient l'air malades. James fixait ses mains comme s'il ne supportait plus de regarder qui que ce soit. La vérité, c'est que Jasmine a été victime de mes abus pendant 8 ans, et quand elle a finalement réussi à s'échapper, je l'ai encore victimisée avec mes mensonges. J'ai passé les 3 derniers mois à la regarder lutter pour reconstruire sa vie, tandis que je continuais à jouer les victimes. Je meurs intérieurement de culpabilité, et je n'en peux plus. Monsieur Peterson but une gorgée d'eau avant de continuer. Je sais qu'aucune somme d'argent ne pourra réparer les dommages que j'ai causés à la réputation et à la vie de Jasmine. Mais j'espère que cette confession la lavera au moins et montrera à tous quel genre d'homme j'étais vraiment. J'espère aussi que mon dernier acte lui apportera la sécurité et la liberté que je lui ai volées pendant notre mariage.
La pièce était si silencieuse qu'on entendait les gens respirer. Jasmine avait l'impression de rêver. Après tous ces mois où on la traitait comme une criminelle, les paroles de Richard disaient enfin la vérité. Je veux que tout le monde sache que Jasmine mérite vos excuses, pas votre jugement. Elle mérite votre respect, pas votre haine. Elle mérite une chance de reconstruire sa vie sans l'ombre de mes mensonges qui pèsent sur elle. Monsieur Peterson plia la lettre et la mit de côté. Ceci conclut la lettre de Richard. Je vais maintenant lire son testament. Hélène pleurait maintenant, son maquillage impeccable coulant sur ses joues. James semblait malade. Certains membres de la famille chuchotaient entre eux, le visage empli de honte. Moi, Richard James Whitmore, saint d'esprit et de corps, je rédige par la présente mon testament. M. Peterson commença par rappeler les termes juridiques usuels avant d'aborder les legs spécifiques. À mon frère James, je lègue ma collection de voitures anciennes, estimée à environ 200 000 $. James acquiesça d'un air hébété. À ma mère Hélène, je lègue ma maison en Floride et $1 million provenant de mes placements. Hélène pleurait encore, mais elle parvint à murmurer « Merci ». Monsieur Peterson continua sa liste de petits cadeaux offerts aux autres membres de la famille et aux amis. Chacun reçut quelque chose, quelques milliers par-ci, des bijoux par-là, une œuvre d'art ou un meuble qu'il avait toujours admiré. Mais à mesure que la liste s'allongeait, Jasmine réalisa que les objets les plus importants n'étaient pas mentionnés. Le manoir où ils avaient vécu valait plus de $3 millions. Leur principale entreprise, Whitmore Industries, valait au moins $15 millions. La majeure partie du portefeuille d'investissement de Richard, dont elle savait qu'il valait des dizaines de millions. Finalement, M. Peterson arriva au terme des legs spécifiques et s'éclaircit la voix. Je lègue tous les biens restants, y compris la maison familiale Whitmore Industries et tous les comptes de placement et comptes bancaires non spécifiquement mentionnés ci-dessus, à mon ex-femme, Jasmine Marie Whitmore. La pièce a explosé. Quoi? Hurla Hélène en se levant d'un bond. C'est impossible. Richard ne le ferait jamais. Ce doit être une erreur, dit James d'une voix tremblante. Elle ne peut pas tout hériter. Elle ne fait même plus partie de la famille. Monsieur Peterson leva la main pour demander le silence. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Ce n'est pas tout. La pièce se tut peu à peu, mais Jasmine sentait la colère et le choc irradier de tous ceux qui l'entouraient. Elle se sentait engourdie, comme si cela ne pouvait pas être réel. Richard a également laissé des instructions précises concernant l'héritage, a poursuivi M. Peterson. Il a écrit « Je lègue la majeure partie de mes biens à Jasmine, non pas en guise d'excuse, aucune somme d'argent ne pourrait compenser ce que je lui ai fait, mais pour lui rendre l'indépendance et la sécurité que je lui ai volées. Elle mérite de vivre librement, sans craindre la pauvreté ni le contrôle de quiconque. C'est insensé, a déclaré David, le cousin de Richard. Elle l'a manipulé pour cela. Richard ne lui laisserait jamais tout après ce qu'elle a fait. Après ce qu'elle a fait, la voix de M. Peterson était sèche. Tu n'as pas entendu la lettre que je viens de lire? Jasmine n'a rien fait de mal. Richard a admis que toutes les accusations portées contre elle étaient mensongères. Hélène faisait les 100 pas, le visage déformé par la rage. Peu m'importe le contenu de cette lettre. Elle l'a empoisonné contre sa propre famille. Elle a dû le menacer ou le faire chanter pour qu'il rédige ce testament. Madame Whitmore, dit patiemment M. Peterson, je comprends que ce soit difficile à accepter, mais Richard est venu à mon cabinet de son plein gré. Il n'a subi aucune contrainte ni menace. Au contraire, il semblait soulagé de dire enfin la vérité. James fixait Jasmine avec un mélange de confusion et de colère. Même si tout ce que Richard a dit dans cette lettre est vrai, pourquoi t'aurait-il tout légué? Tu étais divorcé. Tu n'avais aucun droit sur sa succession. Jasmine a enfin trouvé sa voie. Je ne comprends pas non plus, dit-elle doucement. Je n'ai pas demandé ça. Je ne voulais même pas venir ici aujourd'hui. Bien sûr que tu ne l'as pas cherché, dit Hélène d'un ton sarcastique. Tu es trop intelligent pour le rendre évident. Mais tu as réussi à convaincre mon fils de trahir sa propre famille. Ça suffit, dit fermement M. Peterson. Je ne vous permettrai pas de continuer à attaquer Jasmine sur la base de mensonges que Richard lui-même a maintenant admis avoir inventés. Ce testament est légal et valable, et je dispose de documents supplémentaires prouvant que Richard agissait de son plein gré. Il a sorti un autre dossier. 3 jours avant sa mort, Richard a également enregistré une déclaration vidéo dans mon bureau expliquant sa décision de modifier son testament.
Prévoyant expressément que sa décision pourrait être contestée, il souhaitait que ses intentions soient parfaitement claires. « Montre-nous la vidéo », exigea James. Monsieur Peterson installa un ordinateur portable sur la table de conférence et le tourna pour que tout le monde puisse voir l'écran. Il cliqua sur « Lecture » et soudain, le visage de Richard apparut à l'écran. Il paraissait fatigué et plus âgé que ses 52 ans, mais sa voix était claire et posée. « Je m'appelle Richard James Whitmore et nous sommes le 15 mars 2025. Je suis ici au bureau de Peterson et Associates pour enregistrer cette déclaration concernant mon testament. Je veux que tout le monde sache que je prends ces décisions en toute lucidité et de mon plein gré. Personne ne m'a menacé ni contraint de quelque manière que ce soit. » À l'écran, Richard marqua une pause et se frotta le visage avec les mains. « Je sais que ma famille va être en colère à cause de ma décision de léguer la majeure partie de mon patrimoine à Jasmine. Ils vont penser qu'elle m'a manipulé ou que j'ai perdu la tête. Mais la vérité, c'est que je commence enfin à avoir les idées claires pour la première fois depuis des mois. » Hélène pleurait à nouveau, mais cette fois, cela ressemblait plus à de la colère qu'à de la tristesse. « J'ai passé 8 ans à détruire la femme que je prétendais aimer, » poursuit Richard dans la vidéo. « Je lui ai tout pris, son indépendance, sa confiance en elle, ses relations avec sa famille et ses amis. Et quand elle a finalement trouvé la force de me quitter, j'ai essayé de détruire sa réputation et son avenir. » Richard regardait droit dans la caméra. « Jasmine ne m'a jamais rien demandé. Ni pendant notre mariage, ni après son départ. Elle n'a jamais essayé de prendre la moitié de mes biens lors du divorce, même si elle y avait légalement droit. Elle voulait juste se libérer de moi. Mais je ne pouvais pas la laisser partir, alors je me suis assuré que tout le monde la détesterait autant que je me détestais. » James secouait la tête. « Ça n'a aucun sens. S'il se sentait si coupable, pourquoi ne s'était-il pas simplement excusé auprès d'elle? Pourquoi lui avoir tout laissé? » À l'écran, Richard semblait répondre à sa question. « Je sais que certains se demanderont pourquoi je ne m'excuse pas auprès de Jasmine et n'essaie pas d'arranger les choses tant que je suis encore en vie. La vérité, c'est que je suis trop lâche. Je ne peux pas la regarder en face après ce que j'ai fait. Je ne peux pas la regarder dans les yeux et voir la douleur que je lui ai causée. Mais je peux essayer de lui rendre un peu de ce que je lui ai pris. » La vidéo continua quelques minutes, Richard expliquant qu'il souhaitait que Jasmine ait la sécurité financière nécessaire pour reconstruire sa vie comme elle le souhaitait. Il raconta qu'il avait toujours su qu'elle était trop bien pour lui et que sa peur de la perdre l'avait transformé en monstre. À la fin de la vidéo, le silence retomba dans la salle. Même Hélène avait cessé de pleurer et fixait l'écran vide. Monsieur Peterson ferma l'ordinateur. Comme vous pouvez le constater, la décision de Richard était délibérée et mûrement réfléchie. Le testament est légal et contraignant, et j'ai tous les documents nécessaires pour le faire homologuer immédiatement. « Combien » demanda Semen Jasmine. « Combien m'a-t-il laissé » Monsieur Peterson consulta ses papiers. Après le legs spécifique aux membres de la famille, le patrimoine restant est évalué à environ 47 millions de dollars. Jasmine avait l'impression que la pièce tournait. 47 millions de dollars. Elle vivait des pourboires des serveurs, et maintenant elle héritait d'une fortune qu'elle ne pouvait imaginer. « C'est un cauchemar » murmura Hélène. « Mon fils lègue tout à la femme qui a détruit sa vie. »« Votre fils a détruit sa propre vie » dit doucement M. Peterson. Et il passa ses derniers jours à essayer de réparer les dommages causés à une femme innocente. James S. E. Levitt E.T. regarded Jasmine. Même si Richard a écrit cette lettre et fait cette vidéo, je ne comprends toujours pas. Si tu étais vraiment la victime qu'il prétendait être, pourquoi voudrais-tu son argent? Cela ne te rappellerait-il pas tout ce qu'il t'a fait subir? Jasmine se leva aussi, se sentant plus forte qu'elle ne l'avait été depuis des mois. « Tu veux savoir pourquoi je vais prendre son argent ?» dit-elle. Sa voix devenait... « Parce que pendant 8 ans, il a fait en sorte que je n'ai rien. Pas de travail, pas d'amis, pas de famille, pas d'argent. Quand je l'ai quitté, j'ai dû repartir de zéro, tandis qu'il gardait tout. Et puis il a passé 3 mois à s'assurer que je ne puisse même pas trouver un travail décent à cause de ses mensonges. » Elle a regardé autour d'elle et a vu tous les visages qui la fixaient. « Je prends son argent parce que je l'ai gagné. J'ai gagné chaque dollar en survivant à 8 années d'enfer. Je l'ai gagné en trouvant le courage de partir. Et je l'ai gagné en gardant la tête haute pendant que tout le monde dans cette pièce me traitait comme un déchet à cause de ses mensonges. » Hélène ouvrit la bouche pour dire quelque chose, mais Jasmine n'avait pas fini.
Et tu sais ce que je vais faire de cet argent? Je vais l'utiliser pour aider d'autres femmes qui ont été piégées comme moi. Je vais m'assurer que l'héritage de Richard aide vraiment les gens au lieu de les détruire. Sur ce, elle se retourna et se dirigea vers la porte. Derrière elle, elle entendit des gens commencer à se disputer et à crier, mais elle ne se retourna pas. Pour la première fois depuis 8 ans, elle s'éloignait libre. Jasmine était assise dans son petit appartement, les yeux rivés sur la carte de visite que M. Peterson lui avait donnée. 3 jours s'étaient écoulés depuis la lecture du testament, et elle n'arrivait toujours pas à croire qu'elle était réelle. 47 millions de dollars. Elle n'arrêtait pas de répéter le numéro à voix haute, mais cela ne semblait pas réel. Son téléphone sonnait sans arrêt depuis que la nouvelle de l'héritage avait été révélée. Les journalistes voulaient l'interviewer au sujet de la lecture choquante du testament. Des membres de sa famille dont elle n'avait plus eu de nouvelles depuis des années souhaitaient soudain reprendre contact. De vieux amis qui avaient cru au mensonge de Richard l'appelaient pour s'excuser. Elle avait éteint son téléphone et s'était réfugiée dans son appartement, essayant de digérer tout ce qui s'était passé. On frappa à sa porte. Jasmine se ficha. Peu de gens savaient où elle habitait et elle n'attendait personne. Les coups continuèrent, doux mais persistants. « Jasmine? C'est moi, ta sœur Angela. S'il te plaît, ouvre la porte. » Le cœur de Jasmine fit un bond. Elle n'avait pas parlé à Angela depuis plus d'1 an. Richard l'avait convaincue que sa famille était jalouse de sa nouvelle vie et ne l'aimait pas vraiment. Il l'avait peu à peu coupé de tous ceux qui auraient pu l'aider à comprendre ce qu'il faisait. Elle ouvrit la porte et vit Angela, les larmes aux yeux. Sa petite sœur paraissait plus âgée que ses 28 ans, avec des rides d'inquiétude autour des yeux qui n'existaient pas auparavant. « Au jazz », dit Angela en utilisant le surnom qu'elle portait depuis son enfance. « Je suis vraiment désolée. Je suis vraiment désolée de l'avoir cru. » Les sœurs se jetèrent dans les bras l'une de l'autre en pleurant. Elles restèrent dans l'embrasure de la porte pendant plusieurs minutes avant que Jasmine n'entraîne enfin Angela à l'intérieur et ne ferme la porte. « J'aurais dû m'en douter, » dit Angela en s'essuyant les yeux. « J'aurais dû me douter que tu ne ferais jamais ce qu'il t'avait dit. Mais il était si convaincant et tu as complètement disparu de nos vies. » Jasmine préparait du thé pendant qu'Angela était assise à sa petite table de cuisine. L'appartement était un studio à peine assez grand pour une personne, sans parler des visiteurs. On était loin du manoir où elle avait vécu avec Richard. Il m'empêchait de contacter qui que ce soit. Explique-moi, Jasmine. Il m'a convaincu que vous me trouviez tous trop bien pour vous maintenant. Il a dit que vous étiez tous jaloux et qu'il vaudrait mieux que je rompe définitivement. Nous avons essayé de vous joindre, a dit Angela. Maman n'arrêtait pas d'appeler, mais Richard répondait toujours en disant que tu ne voulais pas nous parler. Il disait que tu étais gêné par ton passé maintenant que tu étais riche. Jasmine ressentit une nouvelle vague de colère envers Richard. Même d'outre-tombe, elle découvrait encore de nouvelles façons dont il l'avait manipulée et isolée. Quand tu l'as finalement quitté, nous avons essayé de te rappeler aussi, continua Angela. Mais Richard a dit à tout le monde que tu l'avais menacé et que tu étais en pleine dépression. Il a dit que tu étais dangereux et qu'on ne devait pas essayer de te contacter. Et tu l'as cru? Angela avait l'air honteuse. Il nous a montré les rapports de police. Il avait un dossier médical qui disait que tu étais instable. Il avait même des photos de toi qui donnaient l'impression que tu consommais de la drogue ou quelque chose comme ça. On ne voulait pas y croire, mais les preuves semblaient tellement réelles. Tout était faux, dit Jasmine. Il l'a admis dans sa lettre. Il a tout falsifié. Je sais. J'ai lu l'article sur la lecture du testament dans le journal. Je n'arrive pas à croire ce qu'il t'a fait subir. Angela tendit la main par-dessus la table et prit celle de sa sœur. Pourras-tu un jour nous pardonner de ne pas avoir été là pour toi? Jasmine serra la main de sa sœur. Il n'y a rien à pardonner. Il a dupé tout le monde. C'est son truc. Ils ont discuté pendant des heures, se racontant tout ce qui s'était passé. Angela lui parla de leurs parents, qui allaient tous les deux bien, mais qui avaient le cœur brisé à l'idée d'avoir perdu leur fille. Elle lui raconta sa propre vie. Elle s'était mariée et avait eu une petite fille, Hope. « Tu es une tante ?» dit Angela en lui montrant des photos sur son téléphone. Hope a maintenant 18 mois et c'est le plus beau bébé du monde. Jasmine a regardé les photos et a eu le cœur brisé. Elle avait manqué tant de choses. Tout ça parce que Richard ne supportait pas l'idée qu'elle ait des relations qu'il ne pouvait pas contrôler. « Je veux la rencontrer, » dit Jasmine. « Je veux rencontrer ma nièce et revoir papa et maman. Ils veulent aussi te voir. Maman pleure à chaque fois qu'on prononce ton nom.
Elle n'a jamais cessé d'espérer que tu reviennes. Alors que le soleil commençait à se coucher, Angela dut rentrer chez elle pour retrouver sa famille. Mais avant de partir, elle aida Jasmine à dresser la liste de toutes les personnes qu'elle devait appeler. Leurs parents, d'autres membres de la famille, de vieux amis qui avaient été exclus de sa vie. Que vas-tu faire de tout cet argent? Demanda Angela en s'apprêtant à partir. Je pensais ce que j'ai dit à la lecture du testament, répondit Jasmine. Je veux aider d'autres femmes qui sont dans la même situation que moi. Mais je ne sais pas vraiment par où commencer. Tu trouveras. Tu as toujours été le plus intelligent de la famille. Après le départ d'Angela, Jasmine était assise dans son appartement, plus légère qu'elle ne l'avait été depuis des années. Pour la première fois depuis qu'elle avait quitté Richard, elle n'était plus complètement seule. Elle avait retrouvé sa famille. Mais sa paix fut de courte durée. 1 heure plus tard, on frappa à nouveau à sa porte. Cette fois, plus agressif, plus exigeant. « Ouvre, Jasmine. Il faut qu'on parle. » Elle reconnut la voix. C'était James Whitmore, le frère de Richard. Son sang se glaça. Que voulait-il? Button, James. Je ne veux pas te parler. Je ne partirai pas tant qu'on n'aura pas discuté de cette situation. Tu ne peux pas voler l'argent de ma famille et penser qu'il n'y aura aucune conséquence. Les mains de Jasmine tremblaient lorsqu'elle a appelé le 911. Elle a dit à l'opératrice que le frère de Richard était à sa porte et la menaçait, et qu'elle craignait pour sa sécurité. « J'ai déjà appelé la police », a-t-elle crié à travers la porte. « Si tu ne pars pas tout de suite, je te fais arrêter. » Elle l'entendit jurer et s'éloigner en trombe. Quelques minutes plus tard, une voiture de police s'arrêta devant son immeuble. Les policiers ont pris sa déposition et lui ont promis de passer régulièrement devant son appartement pendant les prochains jours. Mais Jasmine savait que ce n'était que le début. La famille de Richard n'allait pas abandonner si facilement. Ils allaient se battre pour ce qu'ils estimaient leur revenir de droit, et elle allait avoir besoin d'aide. Elle prit la carte de visite de M. Peterson et composa son numéro. Il était temps de riposter. Le bureau de M. Peterson était très fréquenté le lendemain matin lorsque Jasmine arriva. Sa secrétaire la conduisit dans une salle de conférence plus petite où l'avocat âgé l'attendait avec plusieurs dossiers étalés sur la table. « Je suis content que vous ayez appelé, » dit-il en se levant pour lui serrer la main. « Je m'attendais à ce que la famille de Richard crée des problèmes. James m'a déjà appelé 2 fois ce matin pour demander à contester le testament. » Jasmine s'est assise, dépassée. « Peuvent-ils faire ça? Peuvent-ils me retirer l'héritage? Ils peuvent essayer, a dit M. Peterson en toute honnêteté. Mais ils n'ont pas vraiment de preuves. Richard était manifestement sain d'esprit lorsqu'il a rédigé son testament, et nous disposons de nombreux documents le prouvant. L'enregistrement vidéo à lui seul devrait suffire à empêcher toute contestation. Il a ouvert l'un des dossiers. Cependant, je pense que nous devons nous préparer à un long combat. La famille Whitmore ne va pas abandonner 47 millions de dollars sans avoir épuisé toutes les voies de droit. Quel genre de combat? Ils prétendront probablement que vous avez manipulé ou contraint Richard à modifier son testament. Ils pourraient essayer d'argumenter qu'il était mentalement incapable à cause de la culpabilité ou de la dépression. Ils fouilleront chaque aspect de ta relation avec Richard, cherchant tout ce qu'ils pourraient utiliser contre toi. Jasmine se sentait mal. Alors je vais devoir revivre tout ce qu'il m'a fait en public pendant que sa famille essaie de me faire passer pour le méchant. L'expression de M. Peterson était pleine de compassion. J'en ai bien peur. Mais cette fois, tu ne seras pas seul. La confession de Richard changed out. Nous avons la preuve que ces précédentes accusations contre vous étaient mensongères. Il a sorti un autre document. J'ai également enquêté sur les pratiques commerciales de Richard et j'ai trouvé des informations intéressantes qui pourraient nous être utiles. Quel genre d'informations? Il semblerait que Richard ait été impliqué dans des transactions financières douteuses ces dernières années. Rien d'illégal, mais des stratégies d'évasion fiscale très agressives que sa famille ne souhaite peut-être pas rendre publiques. Jasmine fronça les sourcils. Voulez-vous dire que nous devrions les faire chanter? Pas du chantage, s'empressa de dire M. Peterson. Mais nous pouvons faire comprendre qu'une bataille judiciaire publique exposerait toutes les transactions commerciales de Richard à un examen minutieux. Parfois, la menace d'une publicité embarrassante suffit à encourager les gens à régler leurs comptes en toute discrétion. Ils passèrent l'heure suivante à discuter des stratégies juridiques et de ce qui les attendrait dans les semaines à venir. M. Peterson lui assura qu'il gérait toutes les communications avec les avocats de la famille Whitmore afin qu'elle n'ait pas à traiter directement avec eux. « Il y a encore une chose, »
dit-il à la fin de leur entretien. Richard vous a laissé une enveloppe scellée avec pour instruction de ne vous la remettre qu'après avoir accepté l'héritage. Puisque vous ne l'avez pas officiellement refusé, je pense qu'il est approprié de vous la remettre maintenant. Il lui a tendu une enveloppe blanche portant son nom écrit de la main familière de Richard. Ses mains tremblaient lorsqu'elle l'a pris. « Tu veux l'ouvrir maintenant ou tu préfères rester seul? Je la lirai plus tard. » dit-elle en glissant l'enveloppe dans son sac. Elle n'était pas sûre d'être prête à entendre ce que Richard avait à dire. De retour à la maison, Jasmine a appelé sa sœur Angela pour la mettre au courant de la rencontre avec l'avocat. Angela était outrée que la famille de Richard tente encore de lui faire du mal. « Ils ont du culot, » a dit Angela. « Après tout ce que cet homme t'a fait subir, et maintenant qu'il a enfin dit la vérité, ils veulent encore faire de toi le méchant. »« Je veux juste que ça s'arrête, » dit Jasmine. « Je veux prendre cet argent, l'utiliser pour faire quelque chose de bien et continuer ma vie. Alors voilà ce que tu vas faire. Ne te laisse pas intimider. » Après avoir raccroché, Jasmine s'assit sur son canapé et fixa l'enveloppe scellée. Une part d'elle-même aurait voulu le jeter sans le lire. Elle en avait entendu assez de Richard pour toute une vie. Mais une autre part d'elle était curieuse de savoir ce qu'il avait pu dire en privé et qu'il n'avait pas inclus dans ses aveux publics. Finalement, elle déchira l'enveloppe et en sortit plusieurs pages manuscrites. « Chère Jasmine, voilà ce qui commençait. Si tu lis ceci, c'est que tu as accepté l'héritage que je t'ai laissé, et mon avocat t'a remis cette lettre. J'espère que tu trouveras le courage de lire mes mots, même si je sais que je n'ai aucun droit de te demander quoi que ce soit. » Jasmine faillit s'arrêter de lire. Elle ne voulait pas entendre l'apitoiement de Richard, ni ses tentatives de se racheter. Mais quelque chose la poussait à continuer. « Je sais que tu dois te demander pourquoi j'ai décidé de tout te laisser au lieu de simplement laver ton nom et te laisser tranquille. La vérité, c'est que je te dois bien plus que la vérité. Je te dois les années de ta vie que je t'ai volées. » La lettre décrivait ensuite des incidents précis de leur mariage que Jasmine avait tenté d'oublier. Richard évoquait des moments où il avait délibérément saboté des opportunités d'emploi qui l'enthousiasmaient. Il a décrit comment il avait intercepté des lettres et des appels téléphoniques de sa famille. Il a admis avoir jeté des cartes d'anniversaire et des cadeaux de Noël qu'il lui avait envoyés, lui disant que sa famille ne se souciait plus d'elle. « Je veux que tu saches que ta famille n'a jamais cessé d'essayer de te joindre, » a-t-il écrit. « Ta mère t'appelait toutes les semaines pendant les 2 premières années qui ont suivi notre mariage. Ton père t'envoyait des lettres que je jetais. Ta sœur Angela a essayé de me rendre visite à plusieurs reprises, mais je trouvais toujours des excuses pour la renvoyer quand tu n'étais pas à la maison. » Jasmine pleurait maintenant, pensant à tout l'amour et le soutien dont elle avait été privée à cause de la jalousie et du contrôle de Richard. La lettre continuait avec d'autres confessions sur ses manipulations et ses abus, mais vers la fin, le ton changeait. « Je n'écris pas cette lettre pour te demander pardon. Je sais que ce que j'ai fait est impardonnable et que je ne mérite pas votre compassion. Je vous écris pour vous donner des informations qui pourraient vous aider à comprendre mes décisions et à avancer dans votre vie. » Richard a ensuite expliqué qu'on lui avait diagnostiqué des problèmes cardiaques 6 mois avant sa mort et que son médecin lui avait dit qu'il n'avait probablement plus beaucoup de temps à vivre. C'est à ce moment-là qu'il a commencé à affronter ce qu'il lui avait fait. « Face à ma propre mortalité, j'ai réalisé que j'avais gâché le seul véritable amour que j'avais jamais trouvé. Tu étais la meilleure chose qui me soit jamais arrivée, et je l'ai détruite parce que j'étais trop anxieuse et contrôlante pour apprécier ce que j'avais. » La lettre se terminait par des instructions précises concernant l'héritage. « Je t'ai laissé suffisamment d'argent pour ne plus jamais dépendre de qui que ce soit. Je veux que tu saches que tu as le pouvoir de faire tes propres choix et de vivre ta vie. J'espère que tu utiliseras une partie de cet argent pour aider d'autres femmes qui sont dans le même piège que toi. Mais au final, c'est à toi d'en faire ce que tu veux. Il y a une dernière chose que je dois te dire. Dans mon bureau, dans le tiroir du bas verrouillé, il y a un dossier intitulé Jasmine. Il contient des copies de tous les documents authentiques concernant notre mariage, relevés bancaires, titres de propriété, tout ce qui prouve que vous n'avez jamais été impliqué dans un quelconque délit. Il contient également les originaux de tous les faux documents que j'ai créés pour vous piéger. Je pense que vous devriez les avoir, à la fois pour vous protéger et pour aider d'autres femmes qui pourraient se trouver dans une situation similaire. » La lettre était simplement signée « Richard ». Jasmine se rassit et s'essuya les yeux. Même mort, Richard révélait encore de nouvelles facettes de sa tromperie. Mais cette fois, au lieu de se sentir vaincue, elle se sentait plus forte.
Elle avait la preuve de tout ce qu'il avait fait et les moyens de s'assurer que cela n'arrive plus à personne. Elle prit son téléphone et rappela M. Peterson. Il était temps de récupérer ce dossier chez Richard et de commencer à planifier comment elle allait utiliser sa nouvelle fortune pour faire bouger les choses. Entrer dans la maison de Richard, son ancienne demeure, fut plus compliqué que prévu. La propriété faisait partie du domaine dont elle avait hérité, mais Hélène Whitmore y résidait depuis la mort de Richard, et elle n'était pas pressée d'y laisser entrer Jasmine. « Je me fiche de ce que dira cette volonté », dit Hélène à M. Peterson au téléphone. « Cette femme ne mettra plus les pieds chez mon fils. » Madame Whitmore, répondit patiemment M. Peterson, « ce n'est plus la maison de votre fils. La propriété appartient désormais à Jasmine, qui a le droit d'y entrer. » Il a fallu 3 jours et une décision de justice avant qu'Hélène accepte enfin de laisser entrer Jasmine. Et même là, elle a insisté pour être présente lors de la visite. Jasmine n'était pas revenue au manoir depuis son départ de Richard, 3 mois plus tôt. Franchir la porte d'entrée raviva un flot de souvenirs, bons et mauvais. La maison était exactement comme dans ses souvenirs, froide et belle, comme un musée où les vraies personnes ne sont pas censées vivre. Hélène la suivait à travers la maison comme un garde méfiant, faisant des remarques sarcastiques sur tout ce que Jasmine touchait. « Je suppose que tu envisages déjà de vendre cet endroit, » dit Hélène en traversant le salon. « Profite de tout ce que Richard a gagné. »« Je n'ai pas encore décidé ce que je vais faire de la maison, » répondit honnêtement Jasmine. Elle s'efforçait de rester calme et professionnelle, mais son retour dans cet endroit, aux côtés de la mère hostile de Richard, ravivait tous ses vieux sentiments d'anxiété et d'impuissance. Ils montèrent à l'étage jusqu'au bureau de Richard. La pièce était identique. Meubles en bois sombre, fauteuils en cuir coûteux et murs tapissés de livres que Richard n'avait jamais lus, mais qu'il gardait pour l'exposition. Hélène se tenait dans l'embrasure de la porte, les bras croisés, tandis que Jasmine s'approchait du bureau de Richard. Le tiroir du bas était verrouillé, comme indiqué dans sa lettre. M. Peterson avait fait venir un serrurier qui l'ouvrit rapidement. À l'intérieur du tiroir se trouvait un épais dossier en papier kraft, marqué « Jasmine ». De la main de Richard. Les mains de Jasmine tremblaient lorsqu'elle le sortit et l'ouvrit. Le dossier était divisé en 2 sections. La première section contenait de vrais documents de leur mariage, des relevés bancaires prouvant que Jasmine n'avait jamais touché d'argent sans la permission de Richard, des documents fonciers prouvant qu'elle n'était impliquée dans aucune affaire douteuse, et des dossiers médicaux de son vrai médecin attestant qu'elle n'avait jamais été soignée pour des problèmes de santé mentale. La deuxième section la rendait malade. Elle contenait des copies de tous les faux documents que Richard avait réputation. Faux dossiers médicaux affirmant qu'elle était bipolaire et avait été hospitalisée à plusieurs reprises. Faux rapports de police affirmant qu'elle avait menacé Richard et avait été surprise en flagrant délit de vol. Faux témoignages de personnes affirmant l'avoir vue avec d'autres hommes. « Qu'est-ce que c'est » demanda Hélène, essayant de voir par-dessus l'épaule de Jasmine. « Des preuves » dit Jasmine en fermant le dossier. « Des preuves de ce que ton fils m'a vraiment fait. » Le visage d'Hélène est devenu rouge. Peu m'importe les mensonges qu'il a racontés dans cette lettre. Richard était un homme bon et tu l'as détruit. Jasmine se tourna vers son ancienne belle-mère. Votre fils a avoué 8 ans de violence psychologique. Il a avoué avoir menti à mon sujet, à tous ceux que nous connaissions. Il a avoué avoir falsifié des documents pour me faire accuser de crimes que je n'ai jamais commis. Comment peux-tu encore le défendre? Parce que c'est toi qui l'as forcé à le faire. Helena crie. Vous l'avez rendu fou avec vos manipulations et vos menaces. Il essayait juste de se protéger. M. Peterson est entré dans la pièce. Madame Whitmore, je pense qu'il serait préférable que vous attendiez en bas pendant que nous terminons. Hélène semblait vouloir argumenter, mais quelque chose dans le ton de l'avocat la fit reculer. Elle quitta la pièce, mais Jasmine l'entendit faire les 100 pas dans le couloir. « Ça va » demanda M. Peterson. Jasmine hocha la tête, même si elle se sentait tout sauf bien. Être de retour dans cette maison ravivait des souvenirs qu'elle avait tenté d'enfouir. Elle se souvenait d'être assise dans cette même pièce tandis que Richard la harcelait pour une prétendue faute. Elle se souvenait de lui l'ayant appelée au travail pour se faire porter pâle parce qu'il ne voulait pas qu'elle quitte la maison. Elle se souvenait de son sourire froid lorsqu'il lui disait que personne ne la croirait jamais si elle essayait de le quitter. « Sortons d'ici » dit-elle en serrant le dossier contre sa poitrine. Mais alors qu'il se dirigeait vers la porte, Hélène apparut en haut des escaliers avec plusieurs autres personnes. James et sa femme, David,
le cousin de Richard, et 2 autres membres de la famille que Jasmine ne reconnut pas bien. « Il faut qu'on parle, » dit James en leur barrant le passage. « Il n'y a rien à discuter, » répondit M. Peterson. « Le testament est légal et contraignant. »« Le testament est une fraude, » a déclaré David. Richard n'était manifestement pas dans son état normal lorsqu'il l'a rédigé. Il était manipulé par elle. James s'approcha de Jasmine. « Que lui as-tu fait? As-tu menacé de révéler un secret? Avais-tu des photos de lui avec une autre femme? »« Je ne lui ai rien fait, » dit Jasmine d'une voix de plus en plus forte. « Ton frère était coupable de ce qu'il m'avait fait, et il a décidé de réparer les torts. »« Des conneries, » dit James. « Richard ne s'est jamais senti coupable de quoi que ce soit. Tu devais avoir quelque chose sur lui. » Hélène pleurait à nouveau. Elle allait tout vendre. Elle allait détruire tout ce que Richard avait construit et le disperser au vent. « En fait, » dit Jasmine, se surprenant elle-même par son ton calme, « j'ai décidé ce que je vais faire de l'argent. » Tout le monde la regarda. « Je vais l'utiliser pour créer une fondation pour les femmes victimes de violences conjugales. Je vais les aider à échapper à des situations comme celle dans laquelle votre fils m'a piégé. Et je vais m'assurer que des hommes comme Richard ne puissent plus jamais détruire la vie des femmes par le mensonge et la manipulation. » Le silence qui a suivi était assourdissant. James fut le premier à parler. « Tu ne peux pas être sérieux. »« Je n'ai jamais été aussi sérieuse à propos de quoi que ce soit de ma vie, » répondit Jasmine. « Ton frère a passé 8 ans à essayer de me détruire. Maintenant, je vais passer le reste de ma vie à m'assurer que d'autres femmes ne subissent pas ce que j'ai vécu. L'argent de Richard ne servira pas à de telles fins, » dit Hélène, la voix tremblante de rage. « Je ne le permettrai pas. Ce n'est plus l'argent de Richard, » dit Jasmine. « C'est le mien, et je l'utiliserai comme bon me semble. » Elle se fraya un chemin parmi les membres de la famille en colère et descendit l'escalier, suivie de près par M. Peterson. Arrivée devant la porte d'entrée, elle les entendit se disputer sur la marche à suivre. « Ils vont se battre plus fort maintenant, » prévint M. Peterson en montant dans sa voiture. « Laissez-les se battre, » dit Jasmine. « Je ne suis plus la même femme effrayée qu'il y a 3 mois. J'ai la vérité de mon côté maintenant et j'ai les ressources pour riposter. » Alors qu'il quittait le manoir, Jasmine sentit un poids s'enlever de ses épaules. Pour la première fois depuis la mort de Richard, elle avait une vision claire de son avenir. Elle allait prendre l'argent qu'il lui avait laissé et l'utiliser pour aider d'autres femmes à échapper à l'enfer qu'elle avait vécu. Richard avait tenté de la contrôler, même dans la mort, en la rendant suffisamment riche pour ne plus jamais avoir besoin de personne. Mais il s'était trompé. Au lieu de l'isoler, l'héritage allait lui donner le pouvoir de se connecter avec d'autres femmes qui souffraient comme elle et de les aider. Ce serait la plus douce des vengeances. La nouvelle des projets de Jasmine pour l'héritage se répandit rapidement en ville. En moins d'une semaine, elle recevait des appels de journalistes, d'avocats et d'associations de défense des droits. Certains la soutenaient, d'autres étaient sceptiques et quelques-uns ouvertement hostiles. Hélène Whitmore avait apparemment accordé des interviews à qui voulait l'entendre, dépeignant Jasmine comme une manipulatrice avide de profit qui comptait désormais dilapider l'argent durement gagné par Richard pour des femmes ingrates qui feraient mieux de quitter leur mari si elles étaient si malheureuses. Mais pour chaque commentaire négatif, Jasmine recevait 2 messages de soutien. Des femmes qu'elle n'avait jamais rencontrées l'appelaient pour partager leurs propres histoires de maltraitance et de contrôle. Des avocats lui proposaient de l'aider à créer la fondation. Des associations de lutte contre la violence domestique ont cherché à collaborer. L'appel le plus surprenant est venu du docteur Sarah Martinez, une thérapeute spécialisée dans l'aide aux victimes de violences. « J'ai suivi votre histoire dans l'actualité », a déclaré le docteur Martinez. « Je voulais que tu saches que ce que tu prévois de faire est extrêmement important. Il y a tellement de femmes qui ont besoin exactement du genre d'aide dont tu parles. Je ne sais pas vraiment par où commencer, » admit Jasmine. « Je sais ce que c'est que d'être piégé, mais je ne sais pas grand-chose sur la gestion d'une fondation ni sur l'aide à la libération. Ça te dirait de prendre un café avec eux? J'ai quelques idées qui pourraient t'aider. » Ils se sont retrouvés le lendemain dans un petit café du centre-ville. Le docteur Martinez était une femme d'une 40aine d'années, au regard bienveillant et aux manières douces qui ont immédiatement mis Jasmine à l'aise. Le plus grand obstacle pour la plupart des victimes de violences est de ne pas reconnaître qu'elles sont maltraitées, a expliqué le docteur Martinez. C'est de ne pas avoir les ressources nécessaires pour partir. Ils ont besoin d'argent pour payer les dépôts de garantie sur les appartements, les frais juridiques en cas de divorce, une formation professionnelle s'ils ont été exclus du marché du travail,
et une garde d'enfants pendant qu'ils se remettent sur pied. C'est exactement ce dont j'avais besoin quand j'ai quitté Richard, a dit Jasmine. Je n'avais rien. Si je n'avais pas eu la chance de trouver ce travail de prostituée, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Votre fondation pourrait fournir des subventions d'urgence aux femmes qui tentent de quitter des situations de violence. Vous pourriez également financer des foyers d'hébergement, des programmes d'aide juridique et des initiatives de formation professionnelle. Ils ont discuté pendant 2 heures. À la fin de leur conversation, Jasmine avait une vision beaucoup plus claire de ce qu'elle souhaitait accomplir. Le docteur Martinez a accepté de l'aider à développer les programmes de la Fondation et à recruter d'autres professionnels pour siéger au conseil d'administration. Mais les projets de Jasmine ne faisaient pas l'unanimité. Ce soir-là, elle reçut un appel d'un numéro qu'elle ne connaissait pas. « Tu te crois si intelligent, n'est-ce pas ?» La voix était masculine et furieuse, mais elle ne parvint pas à l'identifier. « Tu crois pouvoir voler l'argent d'un homme et l'utiliser pour détruire d'autres familles? Qui est-ce » demanda Jasmine. « Quelqu'un qui sait qui vous êtes vraiment. On ne vous laissera pas faire comme ça. » La ligne a été coupée. Jasmine a immédiatement appelé la police, mais celle-ci a déclaré qu'elle ne pouvait pas faire grand-chose contre les menaces anonymes, sauf événements plus graves. M. Peterson a organisé une consultation de sécurité pour Jasmine auprès d'une entreprise privée. L'expert en sécurité lui a recommandé de quitter son petit appartement et de s'installer dans un endroit plus sûr pendant la durée de la contestation testamentaire. La famille Whitmore a beaucoup d'argent et de relations, prévint-il. Ils ne renonceront pas facilement et pourraient même tenter de vous intimider pour vous faire céder. Jasmine trouva un appartement meublé dans un immeuble sécurisé de l'autre côté de la ville. C'était plus grand que son atelier, mais encore modeste comparé au manoir qu'elle avait habité. Elle commençait à réaliser qu'hériter de 47 millions de dollars s'accompagnait de complications qu'elle n'avait jamais imaginées. La bataille juridique s'intensifiait également. James Whitmore avait engagé une équipe d'avocats coûteux qui soutenaient que Richard était mentalement incapable lorsqu'il avait modifié son testament. Ils affirmaient que la culpabilité et le stress du divorce l'avaient poussé à prendre des décisions irrationnelles. Ils allaient tenter de mettre en cause l'état mental de Richard, a expliqué M. Peterson lors d'une de leurs rencontres. Ils feront venir des psychiatres qui témoigneront que quelqu'un dans la situation de Richard aurait été enclin à prendre de mauvaises décisions. Mais nous avons la vidéo où il explique son raisonnement, a dit Jasmine. Il m'a semblé parfaitement rationnel. Ils argueront qu'il jouait la comédie devant la caméra, ou qu'il était contraint par des moyens qui ne sont pas évidents sur l'enregistrement. Les dépositions ont commencé 3 semaines plus tard. Jasmine a dû rester dans une salle de conférence et répondre aux questions des avocats de la famille Whitmore pendant 8 heures. Ils l'ont interrogée sur tous les aspects de sa relation avec Richard, cherchant des preuves qu'elle l'avait manipulé ou menacé. « N'est-il pas vrai que vous avez menacé de révéler les activités commerciales de M. Whitmore s'il ne vous donnait pas d'argent ?» demanda un avocat. « Non, ce n'est pas vrai, » répondit Jasmine. « Je n'ai jamais menacé Richard de quoi que ce soit. Mais vous étiez au courant de ses activités commerciales, n'est-ce pas? Vous viviez chez lui, vous connaissiez ses finances. Je savais très peu de choses sur les affaires de Richard. Il m'a caché toutes ces informations. » L'interrogatoire s'est interminable, les avocats essayant de déformer ses propos et de la faire passer pour une chercheuse d'or. Mais Jasmine avait beaucoup appris sur la défense de ses droits ces derniers mois, et elle refusait de se laisser intimider. À leur tour, l'équipe de M. Peterson a pu présenter tous les faux documents de Richard comme preuve de sa campagne systématique visant à détruire la réputation de Jasmine. Ils ont également fait comparaître plusieurs témoins qui ont témoigné du comportement autoritaire de Richard pendant leur mariage. Angela a témoigné sur la façon dont Richard avait coupé Jasmine de sa famille. Le docteur Martinez a témoigné des schémas psychologiques typiques des relations abusives. Même l'ancien patron de Jasmine au restaurant a témoigné des efforts qu'elle avait déployés pour reconstruire sa vie après avoir quitté Richard. Le témoignage le plus marquant est venu d'une source inattendue. Margaret Sheen avait été la secrétaire de Richard pendant 15 ans et avait été témoin de la façon dont il traitait Jasmine durant leur mariage. M. Whitmore appelait sa femme plusieurs fois par jour pour prendre de ses nouvelles, a témoigné Margaret. Il lui demandait de venir le chercher au travail afin de pouvoir contrôler ses sorties. Il surveillait ses emails et ses appels téléphoniques. Je savais que ce n'était pas normal, mais je ne pensais pas que ce soit mon rôle de dire quoi que ce soit.
Margaret a également témoigné avoir vu Richard créer certains des faux documents concernant Jasmine. Il m'a demandé de rédiger des rapports de police et des dossiers médicaux, m'a-t-elle dit. Quand je lui ai demandé pourquoi il avait besoin de faux documents, il m'a répondu que c'était pour se protéger de son ex-femme dérangée. J'aurais dû refuser de l'aider, mais j'avais peur de perdre mon emploi. À la fin des dépositions, il était clair que la famille de Richard menait un combat difficile. Les preuves de ses abus et de ses manipulations étaient accablantes, et leurs arguments concernant son incapacité mentale ne tenaient pas. Mais Jasmine savait que le combat n'était pas terminé. Les Whitmore étaient riches et puissants et ils n'allaient pas abandonner facilement. Elle allait devoir faire preuve de force pour affronter la suite. L'affaire judiciaire fit la une du journal local. Une veuve se bat pour son héritage après les aveux bouleversants de son mari. Jasmine a essayé d'éviter de lire les articles, mais on continuait à les lui envoyer ou à les évoquer dans les conversations. La plupart des articles étaient étonnamment justes, se concentrant sur les aveux d'abus de Richard lui-même plutôt que sur les accusations de manipulation de Jasmine par la famille. Mais l'attention était immense pour quelqu'un qui avait passé 8 ans isolé du monde. Le soutien qu'elle a reçu était tout aussi immense. Des femmes de tout l'État ont pris contact pour partager leurs histoires et proposer leur aide à la Fondation. Les dons affluaient déjà de personnes désireuses de soutenir sa cause, avant même la création officielle de la Fondation. Mais cette mauvaise image était plus difficile à gérer. Hélène Whitmore accordait des interviews à qui voulait l'entendre, qualifiant Jasmine de chercheuse d'or sans cœur qui avait détruit mon fils et qui tente maintenant de détruire sa mémoire. Le point de rupture est survenu lorsque Jasmine est arrivée un soir dans son nouvel appartement et a découvert les mots « meurtrier » et « cheval » peints à la bombe sur sa porte. Elle a appelé la police, mais ils ont dit qu'il s'agissait probablement d'actes de vandalisme et qu'ils ne pouvaient pas faire grand-chose sans témoin. Ce soir-là, elle a appelé Angela en pleurs. « Je ne sais pas si je peux y arriver, » dit-elle. « Je devrais peut-être leur donner l'argent et partir. » « Non, c'est pas. Dit Angela fermement. Richard t'a fait vivre l'enfer pendant 8 ans, et maintenant sa famille veut te faire vivre l'enfer pour protéger sa réputation. Tu ne peux pas les laisser gagner. Et s'ils avaient raison? Et si je me vengeais? Jazz, écoute-moi. Tu as survécu à 8 ans de maltraitance. Tu as trouvé le courage de partir alors que tu n'avais plus rien. Tu as reconstruit ta vie à partir de zéro alors que tout le monde te traitait comme un criminel. Tu es la personne la plus forte que je connaisse et tu n'es pas vindicative. Tu essaies d'aider d'autres femmes à éviter ce que tu as vécu. Les paroles d'Angela ont été d'un grand secours, mais Jasmine se sentait toujours submergée par la pression. Elle décida de s'éloigner de tout pendant quelques jours pour rendre visite à ses parents, qu'elle n'avait toujours pas revus depuis ses retrouvailles avec Angela. Le trajet jusqu'à la maison de son enfance dura 3 heures, et à chaque kilomètre, Jasmine sentait la tension la quitter. Elle avait grandi dans une petite ville où tout le monde connaissait les affaires de tout le monde, mais elle y trouvait un sentiment de paix comparé à l'attention médiatique et aux batailles juridiques auxquelles elle était maintenant confrontée. La maison de ses parents était exactement comme dans ses souvenirs. Une petite maison bien entretenue avec un jardin fleuri et potager. Sa mère l'attendait sur le porche lorsqu'elle s'est garée dans l'allée. « Mon bébé », lui a-t-elle dit en la serrant fort dans ses bras. « Ma douce petite fille. » Ils pleuraient tous les deux, l'un contre l'autre, sur le porche, comme si Jasmine revenait de la guerre. Son père apparut sur le seuil, les larmes aux yeux. C'était un homme discret qui avait travaillé dans le bâtiment toute sa vie et qui n'était pas très porté sur les démonstrations émotionnelles. Mais lorsqu'il serra sa fille dans ses bras, elle le sentit trembler. « J'aurais dû m'en douter, » dit-il doucement. « J'aurais dû savoir que cet homme te cachait. Ce n'est pas ta faute, papa. » Il était très doué pour rendre ses mensonges crédibles. Ils passèrent la soirée à rattraper 8 années de conversations maladroites. Ses parents lui parlèrent de leurs voisins et de leur famille, des changements survenus dans la ville, de toutes les lettres et de tous les appels qu'ils avaient passés pour la joindre. Jasmine leur raconta sa vie avec Richard, les abus qu'elle avait subis et ses projets pour la Fondation. « Je suis fier de toi, » dit finalement son père. « Il faut du courage pour transformer un événement terrible en quelque chose de bien. » Le lendemain matin, Jasmine se réveilla dans sa chambre d'enfant, plus sereine qu'elle ne l'avait été depuis des mois. Sa mère préparait son petit déjeuner préféré, des crêpes avec du sirop maison, et elles s'installèrent à la table de la cuisine pour discuter de l'avenir. « As-tu réfléchi au nom que tu vas donner à la Fondation » demanda sa mère. « Pas vraiment.
J'étais tellement concentré sur la bataille juridique que je n'ai pas avancé. Et au Paos. Après ta nièce? Sir Jasmine. Hope House. J'aime ça. Elle a passé 3 jours avec ses parents, à aider au jardin et à faire de longues promenades dans la ville où elle avait grandi. C'était exactement ce dont elle avait besoin pour se rappeler qui elle était avant que Richard ne tente de détruire son identité. À son retour en ville, elle se sentait prête à affronter tout ce que la famille Whitmore lui réservait. Elle n'eut pas à attendre longtemps. Monsieur Peterson l'appela le lendemain de son retour. Il propose un arrangement, a-t-il dit. Ils veulent garder 20 millions de dollars et vous laisser le reste. Qu'en pensez-vous? Je crois qu'ils commencent à s'inquiéter. Leur dossier n'est pas aussi solide qu'ils l'espéraient, et la publicité ne leur est pas favorable. Mais c'est à toi de décider. Jasmine y a réfléchi pendant exactement 30 secondes. Pas d'accord. Si Richard avait voulu qu'ils aient cet argent, il le leur aurait laissé. Il me l'a laissé pour une raison, et je vais la respecter. Ils ne vont pas aimer cette réponse. Peu importe ce qu'ils aiment. J'en ai assez d'avoir peur de la famille Whitmore. 2 jours plus tard, James Whitmore l'appela directement, ce qui l'a surpris, car toute communication était censée passer par les avocats. Vous faites une erreur, dit-il sans préambule. Vous pensez avoir gagné, mais ce n'est pas fini. Nous avons des ressources que vous ne pouvez imaginer, et nous ne vous laisserons pas détruire l'héritage de notre famille. Votre héritage familial est déjà détruit, répondit calmement Jasmine. Votre frère l'a détruit en chaud. Hésissant d'être un agresseur, j'essaie juste de tirer quelque chose de positif d'une situation terrible. Richard était un homme bon qui a commis des erreurs. Vous essayez de le dépeindre comme un monstre pour justifier le vol de son argent. Richard s'est dépeint comme un monstre selon ses propres mots. Je n'avais rien d'autre à faire que de dire la vérité. James rested silencieux un instant. Lorsqu'il reprit la parole, sa voix était différente. Moins en colère, plus désespéré. Écoute, je sais que Richard n'était pas parfait. Mais il restait mon frère, et cet argent représentait tout le travail de notre famille sur 3 générations. On ne peut pas tout donner à une œuvre caritative. Pour la première fois, Jasmine éprouva un peu de compassion pour la famille de Richard. Ils voyaient leur héritage disparaître et croyaient sincèrement être les victimes de cette situation. James, dit-elle doucement, je comprends que tu aimais ton frère. Mais aimer quelqu'un ne signifie pas le protéger des conséquences de ses actes. Richard m'a fait du mal pendant 8 ans, puis il a essayé de détruire ma vie quand j'ai enfin trouvé le courage de partir. L'argent qu'il m'a laissé est sa façon de réparer les dégâts. Mais pourquoi tout donner? Pourquoi ne pas simplement le garder et vivre sa vie? Parce que tout garder pour moi me rendrait aussi égoïste que Richard. Il avait plus d'argent qu'il ne pourrait jamais en dépenser, mais il l'utilisait pour contrôler et blesser les gens. Je veux l'utiliser pour aider les gens. Après avoir raccroché, Jasmine réalisa qu'elle avait enfin compris pourquoi l'héritage de Richard comptait tant pour elle. Ce n'était pas une question d'argent en soi. C'était l'opportunité de transformer quelque chose qui avait été utilisé à des fins malveillantes en quelque chose qui pouvait faire le bien. Elle allait gagner ce combat et ensuite changer le monde. L'audience était prévue pour un mardi matin, fin avril. Jasmine est arrivée au palais de justice avec Maître Peterson et son équipe juridique, s'attendant à affronter la foule habituelle de journalistes et de photographes. Ce à quoi elle ne s'attendait pas, c'était le groupe de femmes tenant des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Nous croyons Jasmine » et « Fondation Mopaos ». Qui sont-ils? Demanda-t-elle à M. Peterson. Des sympathisants, répondit-il en souriant. Ce que vous essayez de faire s'est répandu et les gens veulent vous témoigner leur soutien. Parmi la foule, Jasmine aperçut le docteur Martinez et plusieurs autres femmes avec qui elle avait parlé de la fondation. Il y avait aussi un groupe qu'elle ne reconnaissait pas, des femmes plus âgées, à l'expression déterminée et vêtues de façon professionnelle. L'un d'eux s'est approché d'elle. « Madame Whitmore, je m'appelle Patricia Goldman. Je suis juge aux affaires familiales à la retraite et je voulais que vous sachiez que de nombreuses personnes dans cette communauté soutiennent votre action. Merci, a déclaré Jasmine, bouleversée par ce témoignage de soutien. La violence conjugale est un problème qui touche tous les niveaux de la société, a poursuivi le juge Goldman. Votre fondation pourrait faire une réelle différence pour les femmes qui n'ont personne d'autre vers qui se tourner. À l'intérieur du palais de justice, la famille Whitmore était déjà assise avec son équipe d'avocats. Hélène paraissait plus âgée et plus frêle qu'à la lecture du testament, mais son regard était toujours empli de haine lorsqu'elle regardait Jasmine.
James évita tout contact visuel. Le juge était un homme âgé, le juge Harrison, qui siégeait depuis plus de 20 ans. Il écouta patiemment les arguments des deux parties. L'avocat des Whitmore arguait que Richard souffrait d'une grave dépression et d'un sentiment de culpabilité qui altérait son jugement. Il a fait appel à un psychiatre qui a témoigné que le comportement de Richard durant ces derniers mois était celui d'une personne en pleine dépression nerveuse. M. Whitmore manquait manifestement de rationalité lorsqu'il a modifié son testament, a soutenu l'avocat. Il était manipulé par un sentiment de culpabilité disproportionné par rapport aux erreurs qu'il avait pu commettre dans son mariage. Mais lorsque M. Peterson a présenté les preuves de Richard lui-même, la lettre, la vidéo et le dossier rempli de faux documents, le témoignage du psychiatre a semblé moins convaincant. « Votre honneur, » a déclaré M. Peterson, « nous ne vous demandons pas de nous croire sur parole quant à l'état d'esprit de Richard Whitmore. Nous vous demandons d'écouter ses propres paroles. » Dans sa lettre et sa vidéo, il explique clairement les raisons qui l'ont poussé à modifier son testament. Il reconnaît 8 années d'abus et de manipulation systématique. Il fournit les preuves de ses propres méfaits. Cela ressemble-t-il aux divagations d'une personne mentalement incapable ou à la confession de quelqu'un enfin prêt à affronter la vérité sur ses actes? Le moment le plus dramatique est survenu lorsque Margaret Sheen, l'ancienne secrétaire de Richard, a témoigné qu'elle l'avait aidé à créer les faux documents. M. Whitmore était très précis sur le contenu de ces documents, a-t-elle témoigné. Il m'a fait taper de faux rapports de police, de faux dossiers médicaux et même de fausses déclarations de témoins. Quand je lui ai demandé pourquoi il avait besoin de ces choses, il m'a répondu que c'était pour se protéger des mensonges de son ex-femme. Mais maintenant, je réalise qu'il inventait lui-même ses mensonges. Helen Whitmore s'est levée brusquement et a crié. Elle ment. Richard ne ferait jamais de telles choses. Le juge Harrison frappa du marteau. Madame Whitmore, restez assise et silencieuse, ou je vous ferai expulser de cette salle d'audience. Hélène s'assit, mais elle pleurait et tremblait de colère. L'audience dura toute la journée. Il était presque 17 heures lorsque les deux parties eurent terminé de présenter leurs arguments. Le juge Harrison a déclaré qu'il examinerait tous les éléments de preuve et rendrait sa décision dans un délai d'1 semaine. Devant le palais de justice, la foule de sympathisants s'était agrandie. Plusieurs femmes ont approché Jasmine pour lui faire part de leur propre témoignage de violence et la remercier d'avoir dénoncé la situation. « Vous redonnez espoir à des femmes qui pensaient n'avoir aucune option », a déclaré une femme. « Ma sœur est prisonnière d'un mariage, tout comme le vôtre. Quand elle verra ce que vous avez accompli, peut-être trouvera-t-elle le courage de partir elle aussi. » Ce soir-là, Jasmine dîna avec Angela et ses parents, venus en voiture pour l'audience. La petite Hope, sa nièce de 18 mois, babilla et riait dans sa chaise haute, inconsciente du drame adulte qui l'entourait. « Quoi qu'il advienne du procès, dit son père, je veux que tu saches combien je suis fier de toi. Tu aurais pu prendre cet argent et disparaître, mais au lieu de ça, tu l'utilises pour aider d'autres personnes. Je veux juste m'assurer que ce qui m'est arrivé n'arrive pas à d'autres femmes, dit Jasmine. Ça va arriver, dit Angela avec assurance. Vous allez gagner ce procès, créer votre fondation et aider des milliers de femmes à échapper à des situations comme la vôtre. 3 jours plus tard, M. Peterson m'a appelé pour m'annoncer la nouvelle. Nous avons gagné, m'a-t-il simplement dit. Le juge Harrison a confirmé le testament dans son intégralité. Sa décision écrite était très claire. Il a estimé que Richard était compétent lorsqu'il a apporté les modifications et que les preuves de sa tromperie antérieure étaient accablantes. Jasmine avait l'impression de pouvoir respirer pour la première fois depuis des mois. Que va-t-il se passer maintenant? La procédure d'homologation est maintenant finalisée et tu deviens officiellement l'une des femmes les plus riches de l'État. Les Whitmore peuvent faire appel, mais je ne pense pas qu'ils le feront. La décision du juge Harrison était assez définitive. Ce soir-là, Jasmine a appelé le docteur Martinez pour lui annoncer la bonne nouvelle et commencer à élaborer des plans concrets pour la fondation Paos. « Je veux agir vite », a-t-elle dit. « Il y a des femmes qui ont besoin d'aide en ce moment, et je ne veux pas perdre plus de temps. J'ai déjà commencé à constituer la liste des membres du conseil d'administration et du personnel, » a déclaré le docteur Martinez. « Nous pourrions être opérationnels d'ici 6 mois. Et la maison, le manoir de Richard, je pensais qu'elle pourrait faire un bon siège pour la fondation. C'est une idée merveilleuse. Ce serait une justice poétique. Transformer un lieu où des abus ont été commis en un lieu où les victimes peuvent obtenir de l'aide.
En discutant budget, programme et échéancier, Jasmine a ressenti un sentiment d'utilité qu'elle n'avait jamais éprouvé auparavant. Pendant 8 ans, Richard l'avait réduite à l'impuissance. Grâce à l'argent qu'il lui avait laissé, elle allait désormais aider d'autres femmes à trouver leur propre force. Ce n'était pas la vie qu'elle avait imaginée, mais c'était exactement celle qu'elle était censée vivre. 6 mois plus tard, Jasmine se tenait dans le hall de ce qui avait été la demeure de Richard, observant les ouvriers accrocher une pancarte sur laquelle était écrit « Fondation Opaos, bureau principal ». La maison avait été entièrement rénovée pour accueillir le siège de la fondation, avec des bureaux pour le personnel, des salles de réunion pour les groupes de soutien et un centre de ressources pour les femmes en quête d'aide. La transformation était à la fois pratique et symbolique. Chaque pièce qui gardait de mauvais souvenirs avait trouvé une nouvelle fonction. Le bureau de Richard, où il avait créé les faux documents pour salir sa réputation, était désormais le cabinet thérapeutique du docteur Martinez, où elle accompagnait les victimes de violences. La chambre principale, où Jasmine avait passé tant de nuits éveillée par la peur, était désormais un espace de rencontre confortable où les femmes pouvaient partager leurs histoires et trouver du soutien. La fondation avait été officiellement lancée 3 mois plus tôt et aidait déjà des dizaines de femmes à travers l'État. Ils ont accordé des subventions d'urgence aux femmes qui tentaient de quitter une situation de violence, financé une aide juridique pour les procédures de divorce et proposé des programmes de formation professionnelle aux femmes exclues du marché du travail. Mais le programme le plus important, selon Jasmine, était celui qu'ils appelaient « Vérité et conséquences ». En collaboration avec les forces de l'ordre et les tribunaux aux affaires familiales, Opaos a contribué à documenter des cas où des agresseurs tentaient de ternir la réputation de leurs victimes par de fausses accusations. Ils avaient déjà aidé 3 femmes à prouver que leurs ex-maris avaient fabriqué de fausses preuves contre elles, tout comme Richard l'avait fait avec Jasmine. Madame Whitmore, Jasmine se retourna et vit une jeune femme se tenant nerveusement dans l'embrasure de la porte. Elle était maigre et pâle, avec des bleus sur les bras qu'elle essayait de dissimuler sous des manches longues. « S'il vous plaît, appelez-moi Jasmine. Comment puis-je vous aider? J'ai vu l'histoire de vous aux informations. Ce que votre mari a fait et comment vous vous êtes enfui. Je me demandais. J'ai besoin d'aide, mais je ne sais pas si je suis admissible à vos programmes. » Jasmine a guidé la femme vers l'un des coins salons confortables qu'ils avaient aménagés dans le salon principal. « Comment t'appelles-tu? »« Rebecca. Rebecca Martinez. » Elle rit nerveusement. « Aucun lien de parenté avec le docteur Martinez, j'ai vérifié. C'est juste que mon mari dit à tout le monde que je suis folle, que je suis dangereuse. Il a convaincu la police et ma propre famille pense que je suis en pleine dépression. Que leur a-t-il raconté? Que je l'ai menacé de mort. Que je lui ai volé de l'argent. Que je me drogue. » Rebecca s'est mise à pleurer. C'est faux, mais il a tous ces documents qui le prouvent. Dossiers médicaux, rapports de police, et même des photos qui laissent penser que je me drogue. Jasmine sent it son, Kerr, S.E. Serrer. C'était comme se revoir 1 an plus tôt. Rebecca, ces documents sont probablement faux. Mon mari m'a fait la même chose. Il a inventé toute une histoire pour me faire passer pour la méchante. Mais comment prouver qu'ils sont faux? Il est si intelligent et il a tellement d'argent. Tout le monde le croit. C'est pour ça que cette fondation existe, dit doucement Jasmine. Nous disposons d'avocats spécialisés dans la dénonciation de ce genre de mensonges. Nous disposons d'experts comptables judiciaires capables de prouver les manipulations financières. Nous disposons d'enquêteurs capables de révéler la vérité. Pendant l'heure qui suivit, Jasmine écouta l'histoire de Rebecca, terriblement similaire à la sienne. Le mari de Rebecca était un homme d'affaires prospère qui l'avait isolé de sa famille et de ses amis, contrôlait tous les aspects de sa vie et tentait maintenant de détruire sa réputation pour l'empêcher de le quitter. Le plus dur, dit Rebecca, c'est que tout le monde le prenait pour un homme si bien. Il est charmant, il a réussi et il est généreux avec son argent. Personne ne le croit capable de ce qu'il me fait. Je comprends parfaitement ce que tu veux dire, dit Jasmine. Richard avait convaincu tout le monde qu'il était le mari parfait et que j'étais l'épouse folle. Il a fallu ses propres aveux pour que les gens voient la vérité. Crois-tu qu'il y ait de l'espoir pour quelqu'un comme moi, quelqu'un qui n'a pas d'aveu de son agresseur? Il y a toujours de l'espoir, dit Jasmine avec fermeté. C'est pourquoi nous appelons cet endroit la maison de l'espoir. Même si la situation semble sombre, il y a toujours une issue. Ils passèrent 1 heure supplémentaire à examiner les options de Rebecca et à la mettre en contact avec les personnes compétentes. À son départ,
Rebecca semblait plus légère, comme si un poids lui avait été enlevé des épaules. En la regardant s'éloigner, Jasmine songea à quel point sa vie aurait pu être différente si un endroit comme Hope House avait existé lorsqu'elle était prisonnière de son mariage avec Richard. Elle aurait pu s'échapper des années plus tôt. Elle aurait peut-être évité l'humiliation publique et les mois de pauvreté pendant lesquels tout le monde aurait cru aux mensonges de Richard. Mais si son histoire avait été différente, elle n'aurait peut-être jamais eu la motivation ni les ressources nécessaires pour aider d'autres femmes. D'une manière étrange, la cruauté de Richard lui avait donné les outils nécessaires pour lutter contre la cruauté en général. Angela arriva ce soir-là pour le dîner de célébration des 6 mois de la fondation. Elle amenait la petite Hope, qui marchait maintenant et s'amusait avec l'enthousiasme d'un enfant en bas âge. « Regarde cet endroit », dit Angela en traversant le manoir rénové. « Difficile de croire que c'est la même maison où Richard t'a rendue si malheureuse. »« C'était le but », dit Jasmine. « Je voulais transformer quelque chose qui représentait le contrôle et l'abus en quelque chose qui représente la liberté et la guérison. Et vous l'avez fait. Vous l'avez vraiment fait. » Le dîner de célébration s'est déroulé dans ce qui avait été la salle à manger officielle de Richard. La longue table était occupée par le personnel de la fondation, les membres du conseil d'administration et certaines des femmes qu'ils avaient aidées ces derniers mois. Rebecca était là, plus en forme et plus heureuse qu'à sa première rencontre avec Jasmine. Son divorce se déroulait sans encombre maintenant que l'équipe juridique de Hope House avait révélé les fausses preuves de son mari. Le docteur Martinez s'est levé pour porter un toast. Il y a 6 mois, ce n'était qu'une idée. La détermination d'une femme à transformer sa souffrance en un but. Ce soir, nous célébrons le fait que cette idée a déjà changé des dizaines de vies. Tout le monde a levé son verre, mais le docteur Martinez n'avait pas terminé. « Je veux te lire quelque chose », dit-elle en sortant une lettre. Elle venait d'une Californienne qui avait entendu parler de Hope House dans un journal télévisé national. Elle écrit. J'ai été piégée dans un mariage violent pendant 12 ans. Mon mari avait convaincu tout le monde, moi y compris, que j'étais malade mentalement et que je ne pourrais pas survivre sans lui. Quand j'ai lu l'histoire de Jasmine, j'ai compris que je n'étais pas folle. J'étais systématiquement détruite par quelqu'un qui prétendait m'aimer. Son courage m'a donné le courage de partir. J'écris cette lettre depuis mon nouvel appartement, où je vis avec mes 2 enfants, libérés de la peur pour la première fois depuis des années. Merci de m'avoir montré qu'il est possible de reconstruire sa vie après des abus. Il n'y avait pas un œil sec dans la salle. Jasmine se leva, submergée par l'émotion. Il y a 1 an, je vivais dans un minuscule appartement et travaillais comme serveuse, tandis que tout le monde en ville me prenait pour une criminelle. Je pensais que ma vie était finie. Je pensais que Richard avait gagné. Elle regarda autour d'elle, découvrant tous les visages. Des membres du personnel qui avaient consacré leur carrière à aider les victimes d'abus, des femmes qui avaient trouvé le courage de quitter des situations dangereuses, des membres de leur famille qui l'avaient soutenu dans les moments les plus sombres. Mais Richard n'a pas gagné. L'amour a gagné. La vérité a gagné. L'espoir a gagné. Et maintenant, chaque jour, nous pouvons aider d'autres femmes à découvrir qu'elles aussi peuvent gagner. Les applaudissements ont été nourris, mais Jasmine n'avait pas fini. Avant, je pensais que la vengeance signifiait blesser ceux qui nous ont fait du mal. Mais j'ai appris que la meilleure vengeance est de bien vivre, d'aider les autres et de refuser de laisser la cruauté avoir le dernier mot. Richard a essayé de me détruire, mais au lieu de cela, il m'a donné les outils pour contribuer à briser le cycle de la violence envers les autres femmes. Elle leva son verre une fois de plus. À l'espoir. À la guérison. Et savoir que, même si les choses deviennent sombres, il y a toujours une issue. Tandis que tout le monde portait le toast, Jasmine sentit une profonde paix l'envahir. Elle avait transformé la pire chose qui lui soit arrivée en quelque chose de magnifique. Elle avait trouvé sa raison d'être, renoué avec sa famille et découvert qu'elle était plus forte qu'elle ne l'aurait jamais imaginé. Richard lui avait tout laissé, pensant lui donner les moyens de vivre de manière indépendante. En réalité, il lui avait donné le pouvoir de faire en sorte qu'aucune autre femme n'ait à souffrir comme elle. 6 mois après ce dîner de célébration, Jasmine a reçu un appel qui allait à nouveau changer sa vie. « Madame Whitmore, je suis la sénatrice Patricia Williams, de l'Assemblée législative de l'État. Je suis le travail de la Fondation Hope House et je me demandais si vous seriez intéressé à témoigner devant notre comité de prévention de la violence familiale. » Look Her, de Jasmine Essambala. Quel genre de témoignage!
Nous travaillons sur une loi qui faciliterait les poursuites contre les personnes qui fabriquent de fausses preuves contre les victimes de violences conjugales. Votre histoire et le travail que vous faites avec Opaos pourraient être essentiels pour nous aider à faire adopter cette loi. 3 semaines plus tard, Jasmine se retrouvait assise à une table du Capitole de l'État, face à une salle remplie de législateurs et de journalistes. Elle n'avait jamais parlé publiquement de son expérience auparavant, mais elle savait que c'était important. « Je m'appelle Jasmine Whitmore », commença-t-elle d'une voix ferme et claire. « Il y a 2 ans, j'ai été prisonnière d'un homme qui contrôlait tous les aspects de ma vie. Lorsque j'ai finalement trouvé le courage de le quitter, il a lancé une campagne systématique pour détruire ma réputation et mon avenir. Elle a ensuite décrit les violences de Richard, ses mensonges et les fausses preuves qu'il avait fabriquées. Elle a évoqué les mois qu'elle a passés dans la pauvreté, alors que tout le monde la prenait pour une criminelle. Elle a également évoqué les dizaines de femmes que Opaos avait aidées et qui étaient confrontées à des situations similaires. Les agresseurs ne blessent pas seulement leurs victimes physiquement et émotionnellement, a-t-elle témoigné. Ils attaquent leur crédibilité, leur santé mentale et leur capacité à reconstruire leur vie. Nous avons besoin de lois qui reconnaissent ce modèle et facilitent la dénonciation de ces tactiques. La loi a été adoptée à l'unanimité 6 mois plus tard. Cette loi, connue sous le nom de Truth and Accountability Act, a érigé en infraction pénale la production de fausses preuves contre des victimes de violences conjugales. Le jour de l'entrée en vigueur de la loi, Jasmine se tenait de nouveau dans le hall de Opaos, mais cette fois, elle n'était pas seule. L'espace était rempli de femmes dont la vie avait été transformée par le travail de la Fondation. Rebecca était là avec sa fille adolescente, toutes deux en bonne santé et heureuses dans leur nouvelle vie. Il y avait des avocats, des travailleurs sociaux et des policiers formés à reconnaître les tactiques utilisées par les agresseurs pour discréditer leurs victimes. Et au fond de la salle, à peine visible parmi la foule, se tenait une silhouette familière. Hélène Whitmore paraissait plus âgée et plus frêle que jamais, mais elle était là. Après la cérémonie officielle, Hélène s'approcha de Jasmine avec hésitation. « Je te dois des excuses, dit-elle doucement. J'étais tellement aveuglée par le chagrin et la colère que je ne pouvais pas voir la vérité à propos de mon fils. Je sais maintenant que tout ce que tu as dit sur Richard était vrai. » Jasmine ressentit une vague de compassion pour cette femme plus âgée. « Hélène, je sais que tu l'aimais. Ça ne justifie pas ce qu'il a fait, mais je comprends pourquoi tu as eu du mal à l'accepter. J'ai perdu 2 ans à te combattre au lieu de faire son deuil comme il se doit, » dit Hélène, les larmes aux yeux. « J'ai laissé ma colère me consumer et j'ai aggravé ta souffrance alors que j'aurais dû te soutenir. Tu es là maintenant, » dit doucement Jasmine. « C'est ce qui compte. » Hélène a fouillé dans son sac à main et en a sorti une enveloppe. C'est un chèque d'1 million de dollars. C'est l'argent de l'assurance vie de Richard, dont j'ai hérité. Je veux que Opaos l'ait. Jasmine était stupéfaite. « Hélène, tu n'es pas obligée. » « Oui, c'est la seule façon pour moi d'honorer le fils que je croyais connaître tout en soutenant le travail que tu fais pour éviter à d'autres femmes de vivre ce que tu as vécu. » Ce soir-là, Jasmine était assise dans son bureau, la même pièce où Richard avait autrefois planifié sa destruction. Elle repensa au parcours incroyable qu'il avait mené à ce moment. Victime, elle était devenue une survivante, puis une personne capable d'aider d'autres femmes à trouver leur propre force. Elle avait transformé la tentative de Richard de la contrôler, même dans la mort, en une force de libération et de guérison. Le téléphone sur son bureau sonna, interrompant ses pensées. C'était la ligne d'accueil de nuit du programme d'aide d'urgence de Opaos. Foundation Hope House, ICI Jasmine. Est-ce vraiment Jasmine Whitmore, la femme du Journal? Oui, c'est vrai. Comment puis-je vous aider? Je m'appelle Maria et je pense que mon mari essaie de me faire porter le chapeau pour des choses que je n'ai pas faites. J'ai vu votre article et j'avais de l'espoir. J'espérais que tu pourrais m'aider aussi. Jasmine sourit et prit un bloc-notes. Maria, tu as appelé au bon endroit. Laissez-moi vous parler de Opaos, et ensuite vous pourrez me raconter votre histoire. Nous allons trouver une solution ensemble. En écoutant le récit d'une autre femme victime d'abus et de manipulation, Jasmine a ressenti une profonde satisfaction à l'idée d'avoir trouvé sa véritable vocation. Richard avait tenté d'écrire la fin de son histoire, mais elle lui avait arraché la plume et avait écrit une conclusion complètement différente. Elle n'avait pas seulement survécu, elle avait prospéré. Et ce faisant, elle avait créé un héritage qui aiderait d'autres femmes à faire de même pour les générations à venir. Devant la fenêtre de son bureau,
Le soleil se couchait sur la ville, teintant le ciel de nuances éclatantes d'orange et de rose. C'était magnifique, mais surtout porteur d'espoir. Demain apporterait de nouveaux défis, de nouvelles femmes à aider, de nouveaux combats à mener contre les forces qui tentaient de maintenir les femmes prisonnières et silencieuses. Mais ce soir-là, Jasmine Whitmore était assise dans son bureau, dans le manoir qui avait été sa prison, devenue un symbole d'espoir pour les femmes du monde entier, et elle savait avec une certitude absolue qu'elle avait remporté la plus grande victoire de toutes. Elle avait retrouvé sa vie, sa voix et son pouvoir de changer le monde. Et c'était la plus douce des revanches.